Une vie, une œuvre, Valérie Larbaud sous divers visages et divers paysages. Une émission de Jean-Claude Loiseau et Jérôme Dastier. Sans doute ce n'est pas un livre de Larbaud que j'ai dû lire la première fois. C'était sans doute dans un numéro de la Nouvelle Revue, dans une revue. Nouvelle Revue française ou peut-être Commerce, mais je ne me rappelle pas du tout. Je ne sais même plus si c'était un récit, comme il y en a dans Couleurs de Rome, ou quelque chose sur un poète. Michel Cournot. Je sais que ce qui m'avait beaucoup touché, et d'ailleurs ça a toujours été la même chose avec lui, c'est incroyable à quel point c'est même plus que simple, ordinaire, incroyablement ordinaire, la manière dont Larbaud prend l'attention, en tous les cas la mienne, du lecteur. Parce que tout de même, quand un écrivain, même s'il a quelque chose à raconter d'imaginaire ou un souvenir, ou à parler d'un poète, d'un écrivain, c'est pas que... Bon, si ce sont des grands écrivains qui font ça, ils le font bien, mais tout de même, ils se placent sur un certain ton de voix. Tandis que Larbaud, c'est incroyable parce que c'est ordinaire. Je veux dire qu'il n'y a aucune différence entre le moment où je prends ce livre et où je délace ma chaussure, où j'éloigne une soucoupe de café pour pas tacher le papier, je sais pas, et la voix de Larbaud quand je commence à le lire. Sous l'abri, au bord du lac où naviguent de beaux cygnes australiens, un poète écrit sur du papier bleuté des enfantines. Plus loin, un général de bronze sur un cheval de bronze commande l'immobilité du garde-à-vous au feuillage. Les feuillages n'obéissent pas et s'inclinent et se renversent et font signe que non, avec douceur. Mais les enfants s'approchent du poète et l'entourent de leur ronde. La plus grande, celle qui pousse la chaise du bébé et qui est laide et rieuse, nomme les objets avec l'accent de son pays. Mais la petite, celle dont toutes les dents n'ont pas été posées par le même ouvrier et se contredisent, une timide reste en arrière, vient demander au poète l'heure qu'il est. Quand il écrit des enfantines, ce n'est plus la pensée du foyer qui le suit et qui le soutient dans l'héroïsme du travail, mais une tremblante démarche de son cœur vers la plus grande et vers la petite, et le désir d'être par elle instruit et guidé et protégé contre les dangers invisibles. Et il retrouve en lui son ancien trésor d'humilité et d'innocence, et il chante bas et souhaite que très peu l'entendent. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est quand il parlait du train blanc et qu'il dit il a vu de la terrasse qui domine le parc et le chemin de fer un train tout blanc. La locomotive, les wagons, les fourgons, tout était blanc. C'était si beau qu'il comprit qu'il ne fallait en parler à personne. Il reprend ça aussi quand il parle du bassin. Page 125, Alexandra. Il faut commencer par lire les poèmes de Barnabous, c'est-à-dire par les poèmes par un riche amateur, où tout Larbaud est déjà en cours, pour après lire les autres œuvres. Son œuvre entière, son œuvre de prose, même son œuvre de critique, d'essayiste, est une œuvre de poète, c'est une approche poétique qu'il a des choses, c'est-à-dire, je veux dire, c'est une approche sensuelle. Bernard Delvaille. Et moi, je mets les poésies d'A.O. Barnabous, A.O. Barnabous, oui, aussi haut que le reste de son œuvre. Maintenant, en effet, il y a des lecteurs que la poésie agace un petit peu, mais c'est pas mon cas. Il y a chez Larbaud aussi ce rapport entre la poésie et l'œuvre romanesque qui me paraît particulier et intéressant, le fait d'attribuer ses poèmes à un personnage de fiction. Qu'en pensez-vous? Je crois que s'il a fait ça, c'était peut-être pour des raisons strictement personnelles et pour des raisons peut-être même familiales. Vous savez les rapports qu'il y a eu avec sa mère.
Tout ça et son enfance, quand même, son adolescence était très très difficile. Il était très sous la coupe de sa mère, sous la coupe maternelle, et peut-être qu'il n'a pas osé mettre sous son nom les poèmes qu'il avait envie d'écrire et ce journal qu'il avait envie d'écrire, qui est quand même peut-être un petit peu le sien. Il a beaucoup exagéré. Il a fait de Barnabous un milliardaire qui accroche son wagon salon aux grands express inter-européens. Larbaud n'en a pas fait autant. Mais enfin, il a dû se défouler, là, je pense, de tout ce qu'il aurait peut-être au fond de lui-même souhaité faire. Et comme tout ça était tout de même un peu exagéré, un peu fort, un peu dur, par exemple, dans certains poèmes de Barnabous ou dans le journal de Barnabous, il y a des passages extrêmement cruels contre les pauvres, contre tout ça. Alors ça, il était difficile de le signer Valéry Larbaud, il était plus facile de le signer Barnabous. Était-ce de toute façon les opinions personnelles de Larbaud? Je n'en suis pas sûr. Larbaud n'était pas, je pense pas, quelqu'un de méchant. C'était quelqu'un de maladif. Ça peut expliquer beaucoup de choses, ça. C'est aussi une sorte d'exorcisme, cette haine des pauvres, ces pages du journal qui sont brûlantes comme ça, qui sont plus violentes, à la différence d'autres textes de prose de Larbaud. C'est sûrement un exorcisme. Il y en a assez peu de ces pages, mais quand même, disons vulgairement, elles n'y vont pas de main morte. Ce qui le préoccupait beaucoup, c'était de donner une mauvaise image de lui, qu'il était le riche amateur qui se moquait du peuple, qui parlait de la misère en termes cyniques, comme dans les mémoires de Barnabous. Robert Mallet. Et il voulait bien montrer que c'était au contraire une forme de dénégation, de refus de la classe bourgeoise dont il faisait partie et de la richesse dont il avait été l'héritier. Et ça lui était très important. Il n'avait pas envie qu'on le prenne pour ce personnage cynique qu'il avait peut-être été à un moment, peut-être, parce qu'on n'écrit jamais impunément ce qu'on écrit, il y a toujours un rapport. Mais en vieillissant, il voulait être l'homme des enfantines de Fermina Marquez, le traducteur des grands écrivains anglais, et toute cette partie de son œuvre, il ne la récusait pas. Mais quand il a publié en 1913 une réédition des poèmes de Barnabous, il a supprimé 11 poèmes de l'édition de 1908. Et quand j'ai voulu dans les œuvres complètes les remettre, il a écrit sur un papier « non ». 3 fois « non, non, non ». Et vraiment en colère. Ce matin, à 1h30, je me suis déclaré. De là date ma grande réconciliation avec les pauvres. J'épouse une des leurs. Du reste, mon déclassement commençait par la vente de mes biens, ma démission d'homme du monde était incomplète sans cela. Désormais, je me dégoûterais moins. C'était après le souper, nous étions seuls dans mon fumoir, assis dans des berceuses, Florie mordant le bout d'une muratie qu'elle n'allumait pas. « Ma chère amie, lui dis-je, j'ai une très importante communication à vous faire. Voici ce que c'est. Mon nom est Archibaldo Olson Barnabous, de Campamento. J'ai 23 ans. Mon revenu annuel est d'environ 10 860 000 livres sterling. Ma famille, originaire de Suède, vint s'établir au commencement du XVIIIe siècle dans la vallée de l'Hudson. Mon père, jeune encore, émigra en Californie, puis à Cuba, enfin dans l'Amérique du Sud, où il fit fortune. Je suis orphelin, sans frère ni sœur, absolument libre de vivre où je veux et comme je veux. Je suis donc pourvu d'amples moyens et absolument indépendant, et d'une famille honorable. C'est pourquoi j'ose vous dire, voulez-vous être ma femme ? Elle battit des mains en éclatant de rire. Elle n'avait jamais rien entendu d'aussi drôle. Et la plaisanterie n'était pas mauvaise. Je pense qu'il avait reçu une très bonne éducation parce que quand même, il ne faut pas oublier que les petites bureaux des étiveux, ce n'était pas, la famille, c'était quand même le père était un bourgeois hein, qui avait choisi, qui avait des idées républicaines, mais c'était quand même bourgeois, c'était un avocat, c'était un député, c'était l'ami de Gensu, le grand-père quand même, c'était l'ami de Barbès, hein, il a connu ces gens-là, le grand-père. Et d'ailleurs, la pension, elle était à Genève, c'était pas n'importe quelle pension, c'était quand même une pension où il y avait des gens très très bien élevés. Monique Kuntz. Et le père ?
il a très peu connu son père, mais alors le père était un sacré personnage. C'était lui aussi un républicain, mais il a passé sa vie à se battre contre la compagnie fermière de Vichy, qui s'appelait pas tout à fait la compagnie fermière. Si, ça. Et il a passé il vouait une haine à Rouher épouvantable. Vraiment, il a écrit des textes très très durs. Il a eu des procès, et c'est d'ailleurs Larbaud a fait relier tous les actes de son père dans un livre. Et ça, pour lequel il a d'ailleurs écrit une préface. Il l'a offert à la bibliothèque de Moulins, à la bibliothèque de la Société d'émulation, et il l'a envoyé à certains de ses amis. Et il y a même un de ses amis à qui il a envoyé, il y avait Rilke qui l'a envoyé, enfin il a envoyé à certains de ses amis ce livre qu'il avait fait regrouper pour leur montrer quand même qui était son père. Mais, vous pourriez peut-être dire quand même que Nicolas Larbaud est l'inventeur. Oui, Nicolas Larbaud, oui, Nicolas Larbaud est l'inventeur des sources Saint-Yor. C'est de là d'ailleurs qu'est venue la fortune familiale. Et malheureusement, cette fortune, si vous voulez, Larbaud et sa mère ont vendu les sources en 16. Effectivement, on ne voit pas très bien Larbaud en marchand d'eau minérale. C'était vraiment pas son job, c'était vraiment pas ce qu'il avait envie de faire. Oh là là, j'aurais dû dire son travail d'ailleurs. Et c'est donc de là qu'est venue toute la fortune, mais malheureusement, comme ça avait été vendu en 16, après il y a eu des rentes. Et c'est vrai aussi qu'il a fini sa vie très difficilement. Et puis je crois aussi qu'il a aidé quelquefois ses amis aussi, puisqu'il y a eu des remerciements quelquefois, donc il a aidé. En tout cas, il aimait beaucoup amener ses amis et les traiter royalement dans les restaurants. C'était la joie de Charles-Louis Philippe. Quand il était avec Larbaud, il allait dans un beau restaurant, puis il mangeait bien, et puis il faisait un petit peu Barnabas aussi. J'étais en province et ce n'était pas drôle. Je me sentais épiée, menacée, abandonnée et comme tombée au fond d'un ravin. Alors, et c'est de ma 17e année que je vous parle, par dérision et pour m'exprimer l'isolement où j'étais, je jouais à considérer ma terre familiale d'abord comme une île où j'étais le naufragé qui attend qu'un navire passe, puis comme un minuscule État indépendant, dont ma maison, le château, était la capitale, et les fermes qui en dépendent, les villes principales. J'en dressais même une carte en 3 couleurs. Ainsi, ayant commencé à jouer avec ce fragment de la région, j'en vins par degrés à inventer le jeu plus intéressant du duché. Je voulus savoir jusqu'à quel point il avait été indépendant. Et l'ayant su, je vis en lui non plus une région, ni une province, ni un département, mais un État d'Europe. C'était un État ayant une vie propre et des souverains, bien à lui, de plus en plus puissants. Et même une fois notre indépendance perdue, nous avions eu encore des ducs spirituels qui nous avaient représentés sur la scène du monde, Blaise de Vigenère, Jean de Lingende, et plus près de nous, Théodore de Banville et Charles-Louis Philippe. Il y a un livre qui pour moi est celui que je préfère, c'est Jaune Bleu Blanc. Pourquoi parce que ce sont des notes de lecture, des notes de voyage sur l'Angleterre, sur le Portugal, sur l'Italie, sur l'Espagne, des notes aussi de critiques littéraires, un petit texte qui s'appelle Le Moulin d'Inigo Jones, ou alors le livre posthume Le Cœur de l'Angleterre. Enfin, la manière dont Larbaud saisit un paysage, une ville, vous savez, j'ai des souvenirs de ville comme on a des souvenirs d'amour. La manière dont il saisit un paysage, une ville, un trottoir, un visage féminin, et dont en même temps il saisit la manière dont les poètes portugais, italiens et français ont commencé tous ensemble à écrire des sonnets au début du XVIe siècle. Enfin, pour lui, il n'y a pas de différence entre entre la campagne anglaise et la naissance du sonnet dans la poésie européenne. Enfin, pour lui, c'est la même chose. Et je trouve ça tout à fait extraordinaire parce que c'est un mode de vie. Enfin, Londres, pour lui, c'est évidemment la brume, c'est les autobus rouges, c'est les grands magasins, mais c'est aussi les après-midi entières de lecture au British Museum. Enfin, il n'y a pas de différence entre tout ça. Tout ça est tellement intriqué chez Larbaud, le plaisir sensuel de la vue, de ce qui lui plaît, d'une maison, d'un toit après la pluie, et en même temps le plaisir sensuel qu'il goûte à remarquer que le même vers revient à 300 ans d'intervalle chez deux poètes. Il fait un rapprochement entre des vers de voiture et des vers de Baudelaire, par exemple, comme on fait un rapprochement entre un quartier de Londres et un quartier de Venise.
Est-ce que ça ne participe pas aussi d'une sorte d'insatisfaction baudelairienne, comme ça, le fait d'associer, d'être toujours, quand on est en Angleterre, de penser à l'Espagne ou à Venise, etc., et d'un tempérament, évidemment, d'une imagination qui a toujours soif d'un ailleurs. Oui, il y a toujours le désir d'être ailleurs que là où on est, et quand on est quelque part, de penser qu'on serait aussi bien ailleurs. Et alors peut-être que ça, Larbaud a su le guérir en quelque sorte, a su guérir ce sentiment en étant un voyageur qui s'établit dans les villes, dans les endroits où il va, n'est-ce pas? Il loue un appartement, il s'installe à Chelsea, il s'installe au Portugal. Il nous dit, j'y ai mon marchand de papier à lettres, j'y ai mon marchand de fromage, j'y ai mon marchand de thé et j'y achète le journal du quartier. Il s'y installe et ce n'est pas un voyageur errant, c'est un voyageur qui prend lui-même, qui recueille les lieux qu'il aime, les lieux qu'il habite et qui véritablement vit la vie même du pays ou de la ville. Vous pensiez à votre Italie, n'est-ce pas? Il la regarda. Elle tournait le dos à la fenêtre et il voyait mal ses traits. C'était comme si elle se fût déjà un peu effacée de sa mémoire et qu'elle ne fût plus qu'une ombre dans sa vie. Il se sentit pris de remords, de pitié et de tendresse, et il alla s'asseoir sur un coussin à ses pieds. Comme il l'avait aimée pourtant pendant les premières semaines. Et le soin même qu'ils mettaient tous deux à tenir leur liaison secrète, les précautions qu'ils prenaient pour qu'on ne les vît jamais sortir ensemble, pour que la servante ne se doutât de rien, tout cela avait ajouté pour lui tant de charme à leur intimité. Parfois, ils avaient donné congé à la servante pour tout l'après-midi et la soirée. Ils avaient dîné ensemble, à la même table, comme mari et femme. Et les dimanches qu'ils avaient souvent passés à la maison, les stores baissés et les lampes allumées. Quels jolis souvenirs! Il avait une façon, enfin c'est très évident, de sentir les villes charnellement, sensuellement. Il y a un passage, je ne sais plus, je crois que c'est dans le journal de Barnabou, où il décrit la lueur des grandes villes la nuit. Et il dit que même la nuit sur les jardins publics où il n'y a pas de maison, une lueur rose se répand. Alors, il avait une façon de percevoir le côté minéral des villes comme de la chair. Alors, je ne veux pas dire que la chair des femmes, il la voyait minéralement, mais il la voyait comme une possibilité de visite aussi, comme il découvrait, au fond, il découvrait les femmes comme on découvre une ville. C'était pas un homme, certainement, qui aurait pris une femme à la hussarde, comme on dit. Il aurait cherché des itinéraires. Et je crois que c'est par des itinéraires qu'il est arrivé à avoir les femmes de sa vie, les femmes qu'il a aimées, comme il a aimé les villes, et c'est à quoi il y a un rapport d'itinéraire. La pensée de l'Italie est pour moi une pensée mélancolique, ma chère. Il avait une formule pour juger au départ les liaisons qu'il avait pendant ses intermittents séjours dans plusieurs pays, ces petits mariages de marins auxquels il n'attachait au fond pas beaucoup d'importance, car il croyait encore au grand amour et l'attendait. Il disait, après une liaison ennuyeuse, ou trop absorbante, ou scandaleuse, ou coûteuse, ou simplement désagréable, un point. Après une liaison qui n'a rien été de tout cela, point et virgule. Eh bien, après Edith et Queenie, ce serait point et virgule. Rosalie est une chipie habillée de bougies. Roselyne est une coquine habillée d'épines. Et Rosette est une coquette habillée de fleurettes. Venez, Yvette et Yvonne, laissons ces friponnes. Vous savez, vous vous souvenez de cette nouvelle qui s'appelle 200 chambres, 200 salles de bain, qui est l'histoire d'une vieille comtesse qui est au premier étage d'un palace,
qui petit à petit a de moins en moins d'argent, qui fait croire à la direction de l'hôtel que son mari, le comte, va venir la chercher, qui se rend à la gare pour voir s'il vient, qui est persuadé qu'il sait parfaitement qu'il ne viendra jamais, et qui sait parfaitement qu'elle n'a pas un sou. Mais que petit à petit, la direction de l'hôtel, croyant qu'un jour quand même elle remboursera, qu'elle paiera sa note, la met aux étages supérieurs, et puis petit à petit on la monte, et puis ça finit dans un grenier, n'est-ce pas? Et c'est une très très belle nouvelle. Et alors Larbaud a écrit un jour à une dame, Madame de Harting, en lui envoyant 200 chambres, 200 salles de bain. Il donne une petite précision sur l'histoire de cette nouvelle. Je vous lis cette confidence. Ce n'était pas sa dame de compagnie, mais sa fille, vouée au blanc et que j'ai transformée en une petite mendiante, que la comtesse envoyait prendre de mes nouvelles dans ma chambre. Et par prudence, bien que cet enfant n'eût que 12 ans, je la recevais dans le couloir. Quelqu'un de très connu y fut pris et dut payer 50 000 francs. Donc cette comtesse sur laquelle on se lamente, la pauvre, n'est-ce pas, elle est logée maintenant dans un grenier où il n'y a même pas l'eau courante, était quand même un maître chanteur qui voyait bien et qui envoyait sa fille de 12 ans pour dire si referme la porte, je pourrais toujours porter plainte pour détournement de mineurs. Donc Larbaud a quand même, alors ça avec une telle décence, parce qu'il n'en a pas parlé, il en parle dans une lettre privée, disons, a une telle décence pour ce genre d'événement, mais ces événements qui se renouvellent, si on étudie bien l'œuvre, si on étudie bien les confidences, les témoignages d'amis qui ont voyagé avec lui, qui l'ont connu, enfin, il y a chez Larbaud tout un côté quand même, hein, c'est ça que j'appelle une certaine perversité, bien que je ne donne aucun sens péjoratif à ce mot, mais il y a quelque chose de cet ordre-là chez Larbaud. Dans le goût de l'enfance, dans Larbaud, je ne sais pas si c'est Franz Hellens qui raconte Larbaud voyant passer des petites filles et disant « Ah, la petite salope, n'est-ce pas ?» Il y a ça chez Larbaud. C'est une façon d'attirer son attention. Et Larbaud, et je ne sais qui nous dit, Larbaud éprouvait un malin plaisir avant de s'endormir le soir à se dire les 10 plus gros mots de la langue française. Ça le soulageait, n'est-ce pas? On est tous passés par là. Les filles, oui. Chantal Thomas, entre le Marquis de Sade et Roland Barthes, quelle place attribuez-vous à Valérie Larbaud dans votre lecture et dans votre écriture? C'est une place à la fois légèrement à côté et centrale. Légèrement à côté parce qu'il n'y a pas de logique sûre entre Sade et Valérie Larbaud, ni d'ailleurs entre Roland Barthes et Valérie Larbaud. Mais en même temps, il y a une sorte de proximité sensuelle, disons. Entre l'écriture de Roland Barthes et celle de Larbaud, il y a quelque chose du côté de l'hédonisme et d'une sorte d'extrême attention aux mœurs d'un instant, d'un moment, et d'attention rituelle aussi. Par exemple, la très belle nouvelle Devoir de vacances m'a fait penser immédiatement à la manière dont Roland Barthes savait parler des rituels d'écriture. De la papeterie. Voilà, de la tactilité, de l'ordonnance des choses, et comment l'écriture était pas seulement une activité mentale, mais d'abord une disposition du corps et du rapport entre le corps et la chambre. Et pour Sade? Alors pour Sade, en lisant Larbaud, j'ai pas pensé une seconde à Sade, sauf pour la nouvelle étonnante qui s'appelle Le Couperet, qui met en scène la relation d'un petit garçon avec 2 petites filles, une très méchante, vicieuse et à la fois bassement sournoise et séduisante, Julia, et une qui est l'incarnation même de Justine, qui d'ailleurs s'appelle Justine, et que Larbaud définit par cette belle phrase « Justine était un phénomène de malheur », et qui est une petite bergère à la peau grêlée de taches de rousseur et qui enflamme d'amour sacrificiel le jeune garçon. Et dans cette nouvelle étonnante, parce que très étrange par rapport aux autres nouvelles de Valérie Larbaud, qui ne sont pas du côté de la cruauté, dans cette nouvelle, il y a vraiment une connaissance de la cruauté et de la cruauté victimale très très forte et très, très bouleversante qui m'a laissé comprendre combien Valérie Larbaud connaissait Sade. Précisément dans cette nouvelle, il est question d'une mutilation. Oui, par identification à la victime, Justine, la bergère aux mains gercées, qui a été blessée par un couperet. Le petit garçon lui-même se fend la main.
Comme vous le dites, c'est en effet une thématique assez rare chez Larbaud, parce que dans les enfantines et dans l'ensemble de son œuvre, l'enfance est plutôt représentée comme un moment solitaire, d'ennui un peu studieux, de demeure polissée et malgré tout de désir et d'une grande sensualité. Mais l'enfance dans Valérie Larbaud, particulièrement dans Enfantine, est un royaume très singulier. À la fois du côté de la douceur, vous avez raison, du côté de l'abandon à la rêverie. Mais dans cette force d'abandon à la rêverie, il y a une force de refus très dure, je trouve. Et la cruauté, qui n'est pas rarement une cruauté sanglante, comme dans le couperet, est là. Et cette cruauté, elle est d'abord dans l'incommunication, dans la méconnaissance absolue entre le monde des adultes et le monde de l'enfance. Et on comprend très bien comment l'activité d'écrire est en continuité entière avec ce choix et avec cette lucidité. La claire évidence que non seulement à un moment, l'enfant en grandissant se détache de l'adulte, mais en réalité, ce détachement a eu lieu avant. Jamais ils ne se sont connus. Et je crois que c'est sur le fond de cette étrangeté assumée que l'écrivain se décide à être écrivain. Je crois que la vocation d'écriture est dans le prolongement d'Enfantine. Jean-François, un passage que tu as aimé, vas-y. C'est à la conquête de l'île déserte. C'est dans le passage avec Marcel et Arthur. C'est quand Marcel dit « alors, elle n'est pas déserte » et... Non, c'est Arthur qui dit ça. Et Marcel, il dit « non, elle est sauvage et à partir du moment où nous y serons, elle sera civilisée ». Et là, je peux dire que dans ces idées des enfants, on retrouve un peu les idées des colonisateurs d'avant. Ils ont en fait les mêmes idées. On pourrait dire en fait c'est des idées des grandes personnes et non des enfants à leur âge, quoi. C'est pour ça. Une autre phrase que vous avez aimée. C'est tout à la fin dans l'épilogue quand il dit eh bien au revoir monsieur Marcel, pourquoi tu ne me tutoies pas? Oh ma foi, maintenant que vous êtes au collège à Paris, vous allez être un monsieur. Et je vous appellerai monsieur, papa dit que c'est mieux comme ça. Marcel n'a rien dit, mais il s'est rappelé la loi des reins. Ils se rencontrent en fait tout à la fin et c'est peut-être un petit peu tard. Et on voit vraiment les différences entre ouvriers, patrons. Est-ce que vous la connaissez encore, la loi des reins? Pas tout le temps parce qu'on essaye un peu de l'éviter. Mais bon, il y a toujours une différence. Comment est-ce que vous essayez de l'éviter? En essayant justement de s'approcher comme le fait Marcel avec les rouquines, en essayant de s'approcher du milieu inférieur, c'est-à-dire les ouvriers, avec Marcel qui est fils de patron. Il essaye justement de couper cette différence sociale comme cette loi des reins, et donc il va s'approcher des rouquines et leur demander de venir jouer avec elles. Je pense que nous, c'est un peu la même chose qu'on va essayer de tenter de faire pour essayer de couper ce lien comme le fait Marcel. Si, moi je me rappelle, dans notre école, il y avait quand même des enfants, il y avait, c'était une école publique, il y avait des enfants assez riches et des enfants assez pauvres. Et je voyais, c'était toujours un clan et un clan, ils n'étaient jamais ensemble. Ils voulaient jamais leur parler, les enfants riches se moquaient toujours d'eux. Ils étaient tout le temps en train de les dédaigner, ils se plaçaient très haut par rapport à eux. Et ça... En fait, moi, je pourrais dire que c'est pas exactement la loi des reins parce que quand je connaissais un peu les enfants, enfin les jeunes de mon âge, et après quand les parents me rencontraient, ils faisaient un peu, ils me regardaient d'un air bizarre, mais peut-être c'est parce que en me voyant, ils me disaient que lui, il faut pas tellement le faire confiance, ce qui fait mon enfant, il doit pas être avec lui, mais je sais pas exactement si c'est la loi des reins, quoi. Parce qu'après les enfants voulaient plus me, ils m'ont pas dit qu'ils voulaient pas me voir, mais ils m'ont fait ressentir ça, quoi. Mais je peux pas dire exactement si c'est la loi des reins ou pas. C'est de ceci aimer quand même qu'est fait l'amour. L'amour, c'est quand même souffrir, c'est quand même être blessé. Parce que Marcel, il a été blessé quand il a été rejeté par les deux Matous et par Arthur. C'est que ça lui a fait quand même une coupure, il a été brisé. Et alors si c'est ça, l'amour, c'est quand même une souffrance. Une des beautés de Enfantine, c'est la manière dont la passion est racontée. Des passions qui naissent entre enfants, entre jeunes filles ou entre jeunes garçons, qui se résolvent jamais et qui plus tard, dans leur mémoire, restent comme l'absolu, indépassable. Et je trouve que ça, c'est une vérité très profonde de Larbaud, de savoir raconter les amours enfantines
pas comme des formes atténuées ou comme des variantes d'amours adultes, mais comme une forme radicalement autre de l'amour qui trouve jamais aucun prolongement et jamais aucune solution. Ce côté irrésoluble, vraiment, de la passion amoureuse de l'enfance et son secret terrible. Par exemple, une très belle nouvelle sur ce ton, c'est Rose Lourdin, où on sent très bien que le plus grand amour qu'a vécu Rose, c'est celui qu'elle éprouvait pour une camarade d'école à qui elle a, sauf une fois, jamais adressé la parole, qui s'appelait Rochenne. Et cette espèce de passion, elle disait « j'aimais sa vie ». Et cette déclaration, qui est à la hauteur des proférations raciniennes, reste comme une parole verticale dans sa vie, sans équivalent, jamais. Ça parle aussi d'un enfant, enfin d'une fille qui est au collège et qui prend comme héroïne une fille plus âgée. Et pendant la nouvelle, on se demande si elle l'aime comme une sœur ou si elle l'aime vraiment. Oui, raconte Alexandra comment c'est ça. J'aimerais vous lire un passage d'une des nouvelles les plus étonnantes qui s'appelle Gwenny toute seule. Je la fais asseoir dans mon fauteuil et je cours avec joie au jardin. C'est la première fois que j'ai l'occasion de servir quelqu'un depuis le départ du jeune homme de Bristol à qui j'apprenais, aidé de Xavier de Maistre, des mots français. Et la petite fille profite d'être laissée seule pour faire aussitôt avec sa salive une belle grosse bulle brillante qu'elle augmente, la maintenant entre ses lèvres, l'avalant à moitié, puis la ressortant, toujours plus brillante et plus grosse et plus belle. Mais quand je rentre soudain, surprise et honteuse, elle la fait éclater et laisse tomber sur la page que j'écrivais une goutte du baume de son cœur. Les petites filles ont une présence à la fois obsédante et discrète. Elles sont très individualisées et très insistantes. Elles imposent une forme de désir définitivement mystérieuse et irrésolue. Michel Cournot. La nouvelle raconte que c'est Larbaud qui est en train d'écrire dans une maison à Londres, en Angleterre, et un jour, une petite fille vient sonner et c'est qu'elle a lancé son ballon par-dessus le mur mitoyen. Et Larbaud descend pour rechercher cette balle qui n'est pas visible tout de suite parce qu'elle s'est perdue dans du lierre. Et puis, plusieurs fois, la petite fille revient le voir pour chercher sa balle. Et tout ça, il est évident qu'il ne sait pas ce qu'elle veut. Et une fois que la petite fille est partie, voilà qu'il se lance de but en blanc dans un texte bizarre où il s'adresse à quelqu'un, et je lis. « Je sais que vous êtes plus doux et plus purs que toutes les petites filles que j'ai aimées à cause de leur douceur et de leur pureté. Je sais que les plus doux visages d'enfants sont à peine une confuse image de votre face rayonnante. La grande fierté que j'ai eue si souvent à donner la main à de beaux enfants, comment ne l'aurais-je pas, et plus grande encore, à savoir que vous marchez à mon côté, vous plus beau que la plus belle créature que nous puissions voir. Ah, souvent dans les rues j'ai porté ma canne et mon manteau d'une seule main, laissant l'autre libre pour que vous puissiez la tenir. Ne permettez pas que je m'écarte de vous, et dans le bruit de mes paroles et dans ma solitude, faites que je vous sente plus près de moi. Et puissions-nous être un jour 2 enfants, ensemble au pied de celui que nous aimons, mais quand les ténèbres qui vous cachent à ma vue auront été dissipées, et que je serai aussi savant que vous. Car j'ai assez de jouer à la grande personne depuis des années. Je m'y prends trop mal, j'ai essayé de m'intéresser à leurs idées, à leur politique, à leurs histoires. Je n'ai pas pu. J'ai essayé de partager leur manière de voir, leurs passions sérieuses, leurs ambitions. Je n'y ai pas réussi. J'ai tort peut-être. Mes seules vraies joies ont été mes images, mes jouets, les rêveries des poètes et le plus secret amour. Et voilà une page où il y a la passion de Larbaud pour les enfants,
où il s'adresse de toute évidence, je ne sais pas si c'est à Jésus-Christ ou à Dieu, plutôt au Fils qu'au Père, où il y a son aveu qu'il n'a jamais aimé finalement que les jouets. C'est dit d'une façon extrêmement simple pour des choses qui sont tout de même très grandes. Est-ce que c'est à cause de cette invocation justement au Christ ou à Dieu que Larbaud a préféré écarter cette nouvelle par pudeur? Parce qu'il finalement il parle presque jamais de sa foi justement dans son œuvre. Est-ce que c'est ça? Il y a aussi le fait qu'il n'était pas du tout pédophile. J'ai même honte d'évoquer des choses de ce genre. Mais tout de même, il aimait tellement les enfants. Et de toute évidence, il avait à ce moment-là un véritable sentiment d'affection, de passion pour eux, qu'il y a comme une inquiétude, malgré tout, en tous les cas, de ce que pourrait penser autrui, mais peut-être même de ce qu'il pense lui-même. Et Gwenny toute seule est une des nouvelles où il avoue être tout de même le plus vivement touché par cet enfant, qui de toute évidence a un charme extraordinaire. Moi j'ai pensé à ça d'abord, tout de suite. Je me suis dit, il n'a pas osé publier parce qu'il avait cette inquiétude, parce qu'il y a tellement d'autrui, d'inconnus qui sont un peu bêtes, quoi. Et puis alors, il y a en effet, là, alors, tout d'un coup, à cause justement de cet amour de l'innocence et de la clarté, voilà qu'il déraille, si je puis dire, tout d'un coup, ce qu'il ne fait jamais, et qu'il écrit un texte d'amour à quelqu'un qui ne nomme pas, finalement, mais qui de toute évidence est ou le fils ou le père. Un texte d'amour où il n'y a plus peut-être cette distance qui demeure toujours, qui est souvent la distance de l'humour, parce qu'il y a aussi quand même chez Larbaud un sacré humour. Oui, j'ai senti la même chose que vous la première fois que je l'ai lu, parce qu'il y a toujours cet humour, en effet, qui est quelque chose d'extrêmement délicat chez lui. Presque comme un reflet dans une vitre. Mais je me suis aperçu qu'il n'y en avait pas, mais qu'il y avait tout de même quelque chose qui était comme un écho de ça. C'est quand il dit que quand il se promène, il met sur un seul bras son manteau et sa canne pour pouvoir prendre la main. Bon, il n'y a pas d'humour, mais il se trouve qu'il parle de la canne. Et la canne est parce que je connais trop Larbaud, et la canne est un des objets fétiches chez lui. Par exemple, c'est très étonnant, c'est encore une des choses, encore un mot, c'est que ce que j'aime beaucoup chez Larbaud, c'est qu'il a senti à quel point la vie de tout le monde, elle est tout de même faite d'échecs, de ratages, de regrets, et puis quelquefois de très gros chagrins, de tragédies. Or, il y a un texte où il a admirablement écrit à quel point on n'arrive pas à aimer qui on aime, finalement. C'est beauté, mon beau souci. Et finalement, on se retrouve à vivre avec justement la personne, pas celle avec qui il aurait fallu vivre. Et là, il y a la canne. C'est-à-dire que 2 fois, la jeune femme lui dit « Prêtez-moi votre canne ». C'est un truc qui est très étrange, parce que celle que vraiment il aurait aimé lui demande ça, en marchant, en passant devant d'ailleurs un endroit qui est assez sensible, un jardin qu'il avait lui traversé une fois. Et avec cette canne, elle n'a rien à faire, elle ne peut pas l'appuyer, marcher par terre, elle joue un peu avec. Et puis, tout à la fin du livre, quand définitivement il va vivre avec quelqu'un qu'il n'aime pas, elle lui dit « Prêtez-moi votre canne ». Et elle, alors, elle la garde comme ça, probablement un peu gauchement, en la serrant plus fort. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui est à la fois du chagrin et en effet une touche d'humour. Et l'idée que, quand j'ai vu combien de fois Larbaud s'amuse avec cette espèce d'objet de la canne, et qu'il dit ou bien au Christ ou à Dieu, je mets dans une main en même temps que mon manteau ma canne pour pouvoir vous donner l'autre,
il y a quelque chose qui est, en tous les cas, juste un petit coup de lumière qui traverse la ténèbre habituelle. C'est juste ça. Quand vous dites que Larbaud est un de ceux qui a le plus évoqué les douleurs de la vie, mais avec une délicatesse, et c'est en effet une chose aussi qu'on ressent, je crois, beaucoup chez Larbaud, c'est que c'est un écrivain dont la lecture n'assombrit jamais le lecteur, ne rend jamais chagrin. Ben, il est en fait, son écriture, elle est comme certaines personnes. Il y a des personnes, même déjà à 10 mètres, on se sent mieux. Quand on les voit, c'est pas croyable. Elles irradient quelque chose, elles ont une radioactivité. Eh ben, l'écriture de Larbaud a ça. Elle est ensoleillée, et pourtant, attention, elle est blanche. Il n'y a pas de couleur, non. Très beau. Qui est... Au début de ces nouvelles vacances, on décida de ne plus s'occuper des voies ferrées. On en a fait assez comme ça. Elle marche, ça suffit. Et ce n'était pas de vrais trains, c'était une chaise. Il faudrait avoir des vrais rails, des vraies locomotives, des vrais wagons. On en fait. J'en ai vu dans un passage à Paris. Mais c'est trop cher. Papa ne voudrait jamais. Tu ne sais pas t'y prendre. Moi, je saurais bien le faire vouloir. Crois-tu, bébé? Et à propos, tu m'as menti, Arthur, en me disant que le Canada était un pays chaud avec des nègres. J'ai jamais dit ça. Je sais où est le Canada maintenant. Et je sais toute l'histoire, toutes les capitales. Quelle est la capitale de la Perse? De l'Afghanistan? Du Beloutchistan? Téhéran, Kaboul, Kélat. Et quelle est la capitale du Maboulistan? Kolé. Moi aussi, je sais mon histoire et ma géographie. J'ai une idée. Nous allons découvrir une île déserte et nous y planterons notre drapeau. Nous en ferons un royaume et nous le cultiverons. Il vaut mieux jouer au naufragé. Mais Marcel tient à son idée. Il voudra avoir l'air d'inventer les détails à monsieur, mais on voit bien qu'il a longtemps médité tout ce qu'il dit. L'île déserte sera le plus petit massif du jardin, qui est un peu à l'écart et qui est triangulaire. Les plantes seront considérées comme les habitants de l'île. Alors elle n'est pas déserte? Non, elle est sauvage. Et à partir du moment où nous y serons, elle sera civilisée. On aborde. Le drapeau est planté. Le royaume est fondé. Le poirier du milieu sera la capitale. Quelle grande ville! Toutes ces feuilles agitées, tous ces fruits qui se forment, c'est un autre Paris. Mais il faut un roi. Non, une reine plutôt. Chacun songe aux princesses qu'il préfère. Arthur hésite entre Blanche de Castille, qui est si sage et si belle, et Anne de Beaujeu, dont la coiffure est un grand cornet de dragée. Françoise préfère Marie Stuart, parce qu'elle sait une chanson sur elle. Mais Marcel est amoureux d'Anne de Bretagne, tout simplement parce qu'elle est bretonne, et que la Bretagne est la petite sœur bien-aimée de la France. Marie Stuart. Blanche de Castille, Anne de Bretagne. Et puis non, c'est idiot, elle n'existe pas. Il nous faut une reine vivante. Françoise, amène-toi que je te sacre. Pour s'y reconnaître et pour éviter toute cause de dispute, il fut convenu que chacun des 3 États planterait son drapeau sur les ports et sur les terres qui lui appartenaient. Maman fournit les morceaux d'étoffe nécessaires et Françoise cousit les drapeaux. Le sien était rouge et bleu, vert et mauve celui d'Arthur et jaune et bleu celui de Marcel. Lorsqu'ils furent tous plantés, ce fut un bien beau spectacle. Et les navires, en passant devant eux, les saluaient de 3 coups de canon. Marcel, ayant oublié de saluer un drapeau arthurien, Arthur lui déclara la guerre. Mais Marcel avait conclu un traité avec Françoise. En une courte campagne, tout fut fini. Le royaume d'Arthur fut envahi et sa capitale prise. Il avait la notion de ce qu'on appelle le paradis perdu. Ça, il avait cette notion. Et pour lui, le premier paradis perdu, c'était l'enfance. C'est pourquoi tout ce qui rappelait l'enfant chez lui, c'était pas
une manière rétrograde d'être pour lui, c'était une façon de rester ce qu'il était. J'ai reçu en cadeau de sa fille, Laetitia, j'ai reçu quelques soldats de plomb de la collection de Larbaud que je garde précieusement dans ma maison de campagne avec mes petites reliques. Et cela fait partie des fleurons de mes cadeaux secrets. Est-ce que vous avez joué au train quand vous étiez enfant vous-même? Oui. Bah oui, j'en ai eu plusieurs et je compliquais les circuits, je modelais à ma façon, quoi. Tu joues au train, Sophie? Moi, je me rappelle que j'avais un train et j'aimais bien, c'est faire rencontrer les trains et au dernier moment, les faire changer de circuit. Et puis, je faisais vivre les personnages. C'est un peu comme eux, quoi. Les personnages vivaient, ils avaient besoin d'aller dans telle direction pour faire telle chose. Puis, il y avait la nuit, le jour, les lumières. C'est comme ça, quoi. Et les soldats, alors Jean-François? Les petits soldats, alors. Oui, alors. Romain. Comment vous jouiez aux petits trains? Ouais, les trains. Parce que quand j'étais petite, j'avais un petit circuit, mais bon, on pouvait pas le compliquer, c'était impossible parce que c'était tout rond. Alors on le surlevait, on faisait comment expliquer ça, des montagnes. Des montagnes, ouais, pour que le train aille plus vite ou alors qu'il tombe, faire des catastrophes, des accidents. Alors, je sais pas pourquoi, alors après on commençait à prendre justement des petits soldats, mettre des pétards en dessous pour que ça explose, tout le monde sautait. Alors, il y avait les petits trains qui déraillaient, ça écrabouillait un soldat. Puis... Après, Quelle est ta plus grosse catastrophe que tu as réussi à faire, t'en souviens? Alors, ça c'était dehors, c'était justement avec nos soldats. On avait fait des troupes, on faisait des grosses troupes, et puis on prenait des cailloux de plus loin, puis on les lançait dessus. Alors des fois on n'avait plus de soldats parce que bon, ça se cassait, bien sûr. Et le pétard, c'était dans le train? Le pétard, ça dépendait. Des fois, on mettait sous les rails. Alors, ça faisait que les rails ils se décrochaient. Puis, donc, le train sautait. Ou alors, c'était dehors, c'était avec le sable. On mettait du sable. On mettait nos petits bonhommes cachés. Puis, dessous, on mettait des pétards. Et quand ça explosait, il y avait les soldats qui volaient. Puis, alors, ils étaient morts. Vous les trouvez probablement trop raisonnables, les héros de Larbaud, non? Eux, c'est plus... c'est des pierres qui leur lancent dessus ou des... Je sais plus. Des mottes de terre. Ouais, des mottes de terre qui lancent sur leurs soldats. Puis eux, c'était pas pareil parce que... Ouais, des pièces. Eux, c'était pas pareil parce que quand ils mouraient, leurs soldats, ils les remettaient pas. Avec nous, c'était des nouvelles troupes. Et on mettait pas de nom, moi, quoi. Je sais pas, moi, je mettais pas de nom. Il y avait pas de chef, c'était... tout le monde faisait ce qu'il voulait, quoi. C'était... Il n'y avait pas un Murat, Jeanne d'Arc Oh non, non. C'est tout le monde attaquait n'importe comment, c'était moins organisé, ouais, beaucoup moins organisé. On avait souvent, quand les arbres tombaient après une tempête, on essayait de se construire plusieurs cabanes et chacun avait son territoire. On était 2 ou 3 par cabane et ensuite avec des brindilles ou des morceaux de terre, si on arrivait à toucher un des enfants qui étaient dans les cabanes, on avait le territoire de l'autre, donc on construisait ça. Je pense que tout le monde connaît ça. Si on avait une épingle accrochée au blouson, il fallait réussir. On se cachait, on avait notre territoire. Puis dès que quelqu'un approchait, il fallait essayer de lui prendre son épingle. Et comme ça, il était mort, et ainsi de suite. C'était Et quand on gagnait quelqu'un, on essayait de prendre son territoire. Alors, on prenait des espèces de rubans, on faisait le tour de notre territoire. Et puis si jamais quelqu'un traversait, il prenait nos rubans, il gagnait du territoire. Et quand on les voyait, il fallait qu'on leur attrape l'épingle, ainsi de suite. Et eux aussi venaient nous attraper l'épingle. C'était à celui qui gagnerait le plus grand nombre de territoires, en fait. Ça réveille des souvenirs qu'on a... En fait, moi, j'ai l'impression que j'avais tout oublié. Puis en relisant, je me suis rappelé de tout. Et puis on en a discuté. Et puis on était contents, quoi, de retrouver nos souvenirs. C'était agréable. Mais j'ai trouvé un peu bizarre, c'est comment ça se fait qu'il arrive à tout se rappeler, à tout décrire, tout situer. Comme s'il était encore enfant. Comme si c'était éternel, quoi. C'était tout le temps présent. C'est vous qui disiez qu'être enchanté par le style, l'écriture de Larbaud? Ça m'a enchanté parce que c'est une écriture légère. C'est la première fois que je vois cette écriture. Puis bon, comme ça rappelle des souvenirs, c'est frais. Puis on en a besoin, quoi, de temps en temps. On a besoin d'un souffle de fraîcheur.
on a besoin de se rappeler, c'est agréable. Vous savez que la congestion cérébrale qui l'a terrassé a eu lieu en 1935. Robert Mallet. Moi, je l'ai connu en 1942, donc plusieurs années après son accident cérébral, et déjà démuni de ses possibilités de contact presque entièrement. Il marchait un petit peu dans sa chambre, il prenait l'air à sa fenêtre, il était à Vichy, et il se trouve que par les hasards de mes missions dans la résistance, j'étais à ce moment-là agent de renseignement de mon réseau à Vichy, et par l'intermédiaire de Georges-Jean Aubry, qui était son biographe, j'avais eu son adresse, et Jean Aubry m'avait dit ça lui ferait certainement plaisir que vous alliez le voir, parce qu'il ne reçoit presque aucune visite, surtout au moment pendant l'occupation. Et j'ai donc été le voir, et il y a une sympathie qui est née entre nous, en dehors de toute littérature. J'ai eu pour lui une grande compassion, parce que cet homme que je connaissais bien par son œuvre, et que j'admirais par la délicatesse de son esprit, par sa créativité, était dans un tel dénuement physique et mental que c'était affreux. Parce que déjà, on ressentait, comme j'ai ressenti beaucoup plus tard après, on ressentait sa détresse, je dirais la détresse d'un homme très intelligent, qui avait des choses à dire et qui ne pouvait plus les dire. Alors, je l'ai perdu de vue pendant quelques années, et puis il se trouve que Gaston Gallimard m'a confié le soin de m'occuper des œuvres complètes de Valéry Larbaud qui ont paru chez Gallimard. Après la mort de Jean Aubry. Après la mort de Jean Aubry, justement, comme j'étais en plus son ami, j'ai pris sa succession tout naturellement. C'est ainsi que j'ai été le voir à Vichy et puis après à Valbois, parce que c'est à Valbois qu'il a terminé sa vie. Et c'est à Valbois que j'ai eu le plus de contact avec lui, enfin le peu de contact qu'on pouvait avoir. Vous savez qu'il ne pouvait presque plus prononcer de mots, et il avait un répertoire tout à fait limité. Et je vais vous dire les mots que j'ai retrouvés, je les avais notés sur une feuille, comme je notais tout ce qu'il disait à ce moment-là. Et le mot qui lui permettait de dire que c'était bien, c'était le mot merveilleux. Et ce n'est pas un hasard si le mot merveilleux s'appliquait dans sa bouche à ce qui était bien, parce qu'il avait le sens du merveilleux dans le quotidien. Et alors, au contraire, il y avait des mots, tout à fait, je vais l'air de faire un pléonasme, mais contradictoires, des mots opposés. C'était le mot mauvais, il prononçait mauvais, le mot fini, le mot bonsoir et le mot non. Donc plus de mots négatifs que de mots positifs. Plus de mots négatifs. Mais il ne pouvait pas dire oui. Je ne l'ai jamais entendu dire oui. Il disait oui par un signe de la tête. Et il ne pouvait pas le prononcer, et il pouvait le prononcer non. Alors il y avait des noms de personnes qu'il pouvait encore citer. Je vais vous dire les noms, je les ai notés. Gallimard, Malraux, Paulan. Et puis alors des personnages, des enfantines, Milou, Julia et Justine. Les enfantines, pour lui, étaient un des livres auxquels il tenait le plus dans son infirmité. C'était celui qui lui faisait dire le plus merveilleux. Merveilleux. Et il me montrait à Valbois une allée une charmille, comme on disait, une charmille avec des charmes qui avaient poussé en berceau. Et il me disait que c'était derrière ce rideau de charme qu'il guettait la petite Justine, la petite fermière, dont il était un peu amoureux. Et il était arrivé à me l'expliquer. Merveilleux, merveilleux, Justine. Moi, vous pouvez dire moi aussi. Moi, Justine, merveilleux. Mais ce qu'il y a de plus émouvant, c'est ce qu'il a dit, c'est bonsoir les choses d'ici-bas. Il ne l'a pas dit seulement avant de mourir, il le disait très souvent. Bonsoir les choses d'ici-bas. Ça, c'était comme un mot qu'il avait conservé. Bonsoir les choses d'ici-bas. Il y avait donc peut-être 20-25 mots, très peu, qui lui permettaient de sortir de cette cellule nombreuse où il vivait en permanence. Il y a quelque chose en moi, au fond de moi, au centre de moi, quelque chose d'infiniment aride,
comme le sommet des plus hautes montagnes, quelque chose de comparable au point mort de la rétine, et sans écho, et qui pourtant voit et entend, un être ayant une vie propre, et qui cependant vit toute ma vie, et écoute, impassible, tous les bavardages de ma conscience. Un être fait de néant, si c'est possible, insensible à mes souffrances physiques, qui ne pleure pas quand je pleure, qui ne rit pas quand je ris, qui ne rougit pas quand je commets une action honteuse, et qui ne gémit pas quand mon cœur est blessé, qui se tient immobile et ne donne pas de conseils, mais semble dire éternellement « Je suis là, indifférent à tout ». C'est peut-être du vide comme est le vide, mais si grand que le bien et le mal ensemble ne le remplissent pas. La haine y meurt d'asphyxie, et le plus grand amour n'y pénètre jamais. Monique Kunz, je voudrais savoir quel rôle a joué Larbaud dans votre vie. Quand je suis arrivée à la bibliothèque, j'avais lu Larbaud comme tout le monde, et pas plus ni pas moins. Mais lorsque je me suis trouvée devant sa bibliothèque, et j'ai l'habitude de dire d'ailleurs que c'est nous qui avons le meilleur de Larbaud, puisque nous avons finalement ce qui était le plus important pour lui. Là, je suis rentrée dans son intimité, puisqu'on rangeait des livres qu'il avait touchés, et on peut penser qu'il les a touchés avec beaucoup d'amour, lu les lettres qui lui étaient adressées, et il m'est devenu quelqu'un de très proche, et de tellement proche d'ailleurs que lorsqu'on préparait une exposition ou tout ça, il m'arrivait de l'interpeller et de lui dire « Ah, tu te moques de nous, toi, tu es en train de dire, tu vois, je suis en train de me tromper et puis toi, tu dois rire parce que toi, tu sais que je me trompe. » Et quelquefois aussi, quand je voyais son portrait et d'autres gens de la bibliothèque, rentrant dans la bibliothèque, voyant ce portrait par Becca qui est très vivant, il nous arrive de l'interpeller et de lui dire « Ah, tu vois, ça c'est pour toi. Ah, ça va, tu vois, aujourd'hui ça va. » C'était vraiment le petit père pour les gens comme Gilles et tout ça, et c'est devenu un peu notre petit père, vraiment. Enfin, il y a ce qu'aimait Larbaud, si vous voulez, des liens d'amitié qui se tissent au-delà de la vie et de la mort. Shakespeare avait autant d'amitié, Larbaud avait autant d'amitié pour Shakespeare, il a dit lui-même, que pour ses amis vivants. Je suis content de penser que vous verrez la gelée lumière de Montduché, et ses gris et ses bleus, et ce vert de mousse sur les rochers, comme dans le paysage d'Hérisson, des ruines sur une haute colline, une gorge de pays montagneux, abrupte, et tout de suite, au-dessous, la petite ville tassée à l'entrée de la tendre vallée de l'Aumance, ou encore Saint-Pourçain, avec son clocher, sa tour, si joliment arrangée au-dessus des deux bras paresseux de la Sioule étalée dans la verdure, la Sioule dont le nom latin est Scivola, qui semble vouloir dire la glissante, et au fond des larges plaines et du haut des plateaux modestes, toujours ce bleu de la montagne bourbonnaise à l'horizon, et l'unité qu'il y a dans la lumière de chaque journée, le calme. Michael Lonsdal, je vous sens heureux de feuilleter ce volume de la Pléiade consacré à Valéry Larbaud. Et il y a une raison, je crois. Oui, c'est une tendre raison de souvenirs liés à mon oncle Marcel Arlan, qui, je crois, a été longtemps président de cette réunion à Vichy du prix Larbaud. Alors il en parlait toujours avec beaucoup d'excitation. Enfin, chaque fois que le moment approchait d'aller là-bas, il était tout chose. Enfin, on sentait qu'il n'aurait pas manqué ça pour rien au monde. Et il aimait beaucoup le pays alentour aussi. Il avait beaucoup séjourné à Cussé, près de Vichy. Et puis là, il s'était marié avec Paulan comme témoin, un peu plus haut dans la montagne d'Auvergne. Et c'était un de ces hauts lieux. Ce calme de Vichy, cette espèce d'ambiance feutrée, je crois un peu. Et la lumière du pays d'Allen. Oui, était très sensible à la lumière. J'ai vu Marcel souvent revenir bouleversé du jardin où il habitait là près de Fontainebleau et me disant « Regarde la lumière, regarde la lumière. » Oui, oui. Il aimait beaucoup, beaucoup. C'était comme ça, je crois qu'il y avait des affinités, un sens commun, comme ça, d'une certaine littérature. Oui, où ils étaient très frères. Quand je suis arrivée dans ce qui était la salle Larbaud, il y avait très très peu de livres et les livres étaient en magasin dans la bibliothèque et ils étaient mélangés, un peu mélangés. Et j'ai demandé à Léta Ponce, sa petite fille, comment il fallait faire. J'avais déjà une idée, pensé que puisqu'il avait écrit domaine français et domaine anglais, c'est que chez lui ça devait être rangé en domaine. Bien entendu, elle l'a confirmé. Donc, on a rangé domaine anglais, domaine allemand. Domaine anglais, c'est un domaine de langue anglaise. C'est-à-dire qu'il y avait aussi Whitman, bien entendu. Et ensuite,
On a rangé, alors pour la bibliothèque anglaise, elle qui nettoyait les livres et qui, quand elle, justement, Larbaud, elle me disait que Larbaud, lorsqu'il était malade, si elle ne prenait pas les livres avec beaucoup de respect, il manifestait sa désapprobation lorsqu'elle nettoyait les livres. Et c'est elle en particulier qui m'a dit que pour la bibliothèque anglaise, de langue anglaise, c'est très précis, il avait rangé par grande école littéraire. Donc on a respecté ça. Et voulant garder ce caractère d'intimité, de bibliothèque intime, on n'a absolument pas mis de cote au dos des livres parce que ça aurait été dénaturé l'esprit. C'est la bibliothèque de Larbaud, c'est la bibliothèque de l'amateur. Il serait tout à fait intéressant de voir comment Larbaud, dans ses œuvres, cite le livre, présente le livre. Il imite le livre dans l'œuvre de Valérie Larbaud et le livre, mais aussi les personnages du livre, alors l'écrivain, l'éditeur. Alors, tu peux le redire plus lentement, parce que ce qui est très beau dans ce passage, c'est qu'on relit le texte à toute allure, comme si la caméra s'accélérait, on revoit les épisodes. Vas-y, reprends-moi ça. Il s'est fait que lorsque j'ai lu pour la première fois sur la question de Saint-Jérôme, et notamment le recueil technique qui a été rassemblé plus tard avec ce volume, ça répondait vraiment à ce moment-là à des interrogations presque quotidiennes, à la fois dans mon métier, dans mes goûts ou dans mes désirs d'éditer moi-même des livres. Et là, j'ai rencontré un autre Valérie Larbaud intéressé par le livre lui-même, sa matérialité, ce qu'il peut devenir, ce qu'il devrait être, ce que l'on aimerait en faire. Et au-delà, Valérie Larbaud qui est lui-même lecteur d'autres auteurs, qui est lui-même introducteur d'écrivains, qui est lui-même traducteur, qui n'est plus écrivain à part entière, mais qui est celui qui introduit les autres, celui qui travaille aux côtés des autres, celui qui permet aussi à des écrivains d'être lus aujourd'hui, alors qu'il n'aurait jamais été s'il ne les avait pas lui-même remarqués, lui-même présentés aux lecteurs français. Marc Kopylov, nous avons devant nous un extrait d'un manuscrit de Valérie Larbaud, de son journal. Oui, alors il s'agit effectivement d'un extrait du journal de Valérie Larbaud que Valérie Larbaud écrit lorsqu'il se trouve à Londres en 19, à la fin de l'année 19, où il est allé à Londres à la fois, essentiellement, semble-t-il, pour travailler sur Samuel Butler, pour en suivre les traces, aller à sa recherche. Il y rencontre aussi une amie, Gladys, avec laquelle il vit son séjour à Londres. Alors c'est un passage du journal qui est relativement, à la fois étendu et relativement bref. Ça va faire une quarantaine de pages du journal de Valérie Larbaud. Alors c'est écrit dans une écriture de Valérie Larbaud est toujours très lisible. On voit qu'il écrit très vite au fil de la plume, mais il écrit de manière assez calligraphiée. Très peu de repentir. Oui, très peu de repentir. Et je crois que dans cet ensemble, il y a un grand repentir. C'est-à-dire qu'il y a un bas de page qui n'est pas raturé, qui est tout simplement déchiré. Qui est passage, semble-t-il, vraisemblablement très, très personnel, puisqu'il est juste au-dessus, question de son ami Gladys. Alors c'est un passage du journal qui en partie a été édité par Robert Mallet dans le premier des deux volumes du journal inédit de Valérie Larbaud, dans les œuvres complètes, mais dans l'édition de Gallimard, il n'a non été retenu que les aspects très personnels du journal, tout ce qui touche à sa vie, à son après-travail, si je puis dire, c'est-à-dire ses parcours, ses déambulations dans Londres, ses rencontres avec Gladys. En revanche, tout ce qui touche au travail lui-même, c'est-à-dire à ses fréquentations de bibliothèques, il apprend par M. Jones que Butler occupait tel travée et telle place dans tel travée, et il va reprendre cette place. Il va s'asseoir à cette place-là. De la même façon qu'il prend goût à préciser qu'il est sans doute l'un des premiers à redemander les livres qui n'ont jamais été redemandés et qui la dernière fois l'avaient été par Samuel Butler. Et c'est cet ensemble qu'on va publier prochainement présente vraiment un Valérie Larbaud au travail, un Valérie Larbaud complètement sous l'emprise d'un autre écrivain. Beati quorum, le savait-il encore? Remissae sunt iniquitates et quorum, il l'avait oublié.
Autrefois, tous les clercs, toute la part de Dieu les savaient par cœur. Villon, ceux d'ici, jusqu'à la Réforme. Maintenant encore, beaucoup de ses frères séparés y restaient attachés, surtout à travers leurs chants et leurs hymnes en vulgaire. Mots d'amour, murmures d'amoureuses paroles. Demain, tous les villages de ces Midlands en seraient bourdonnants. Chaque membre des pieuses familles a ses hymnes préférés. Il y a des enfants qui aiment tellement les leurs qu'ils n'osent les demander, et les grandes personnes réunies autour du piano s'amusent à les leur faire attendre. Plus tard, quand la famille sera dispersée, ceux qui seront demeurés diront « 226, c'était la préférée de John, qui est mort, ou d'Ethel, qui est mariée en Australie. » Et lui, privilégié, qui pouvait et devait chanter et prier en langue impériale. Combien d'hymnes, et des plus belles, et combien de psaumes aurait-il pu réciter d'un bout à l'autre? Ma traduction ne veut être qu'interprétation personnelle. C'est ma traduction, non celle d'un autre, que je vous offre. Si vous voulez connaître le poème que j'interprète, apprenez la langue dans laquelle il a été écrit et lisez-le dans le texte. C'est l'enthousiasme d'une lecture que je vous apporte. C'est une aventure, une conversation avec un géant, les amours d'un explorateur avec la fille d'un roi sauvage. J'ai vécu 6 mois de délices avec ce poème, et voici ce que j'en rapporte. C'est un souvenir d'amour, et peut-être bien que, pour cette raison précisément, il n'a de valeur que pour moi. Philippe Barthelet. Il s'agit d'un article écrit par Larbaud en 1913, publié en 1913, de la traduction, qui contient en germe toutes les conceptions qu'il va développer ensuite, notamment sous l'invocation de Saint Jérôme. Et il restera toujours fidèle à cette ligne qui est tout simplement son génie. Il me semble que la méthode de Larbaud, du Larbaud traducteur, obéit à 2 impératifs. Le premier, c'est l'humilité. Alors il l'a beaucoup dit. Et il me semble que c'est la moindre des choses, qu'un traducteur est le serviteur de l'auteur qu'il traduit. On sait avec quel soin il a traduit et retraduit les Anglais, qui étaient ses auteurs de prédilection, comme Landor, comme Edith Sitwell, Coleridge. Tout de même, le premier poème qu'il a traduit en 1901, La complainte du vieux marin, il y reviendra en 1911 en guise, dit-il, d'excuse à Coleridge. Toujours donc remettre sur le métier les traductions passées, et puis aussi le scrupule, notamment pour les langues romanes qu'il ne connaissait pas à part les livres, comme l'espagnol ou l'italien. Il s'est toujours fait superviser par des hispanistes ou des italianisants. Ça a été le cas avec Mathilde Pomès pour ses traductions des criailleries, des Gregarias de Ramon Gomez de la Serna. Ça a été le cas pour Henri Marchand avec ses traductions de Gianna Manzini, cette romancière qu'il mettait très haut, non toutefois aussi haut que Svevo, il le dit, mais enfin tout de même très haut. Il en parle dans Sous l'invocation de Saint Jérôme. On songe, en lisant ces traductions, on songe à Descartes et à la définition de la lecture que donne Descartes, qu'il assimile à une conversation. La lecture, dit-il dans le discours de la méthode, la lecture de tous les bons livres est comme une conversation avec les plus honnêtes gens des siècles passés qui en ont été les auteurs. Il y a chez Larbaud cette conversation avec les plus honnêtes gens des siècles passés ou des autres domaines, comme il dirait. Et il y a un autre mot qui est très larbaldien et qu'il faut citer ici, c'est le mot d'amateur. Larbaud est un amateur et ses traductions sont celles d'un amateur, en reprenant le mot du latin, c'est-à-dire quelqu'un qui aime cet amour qui est grâce, qui est à la fois gracieux et gratuit. Lapin lapinus. Sous une pâquerette, un petit lapin essuie ses lunettes.
Élie du latin, lapin, lapinus. Savant, savantus, il aura mal à la tête, il ferait mieux, c'est certain, d'aller faire des galipettes avec ses petits copains. Et puis, il y a aussi un mot qui peut passer inaperçu et qui est tout à fait décisif, qui caractérise ce parage, cette relation de père à compagnon, cette relation amoureuse entre le traducteur et l'auteur traduit. Il dit « Il n'existe rien en art que le don, cette noblesse personnelle. » Donc, toute la traduction, telle que Larbaud la conçoit, se place sous le signe du don. Il y a un texte sur la vocation de Saint Jérôme où il le dit, joie et profit du traducteur. Maintenant, votre ami peut lire ce poème, ce livre que vous aimez. Ce n'est plus lettre close pour lui, il en prend connaissance, et c'est vous qui avez brisé les sceaux. C'est vous qui lui faites visiter ce palais, qui l'accompagnez dans tous les détours et les coins les plus charmants de cette ville étrangère que, sans vous, il n'aurait probablement jamais visité. Vous avez obtenu une entrée pour lui, vous lui avez payé le voyage. Quel plaisir vaut celui-là, faire partager son bonheur à ceux qu'on aime. Ce n'est rien de tout cela que je cherche. Ce dont j'ai besoin, ce qui guérira mon malaise, c'est la douceur de la conversation féminine. Chez moi, les conversations finissent trop souvent trop mal. Oh, l'ami, la voix de l'ami. Ces corrections qui jamais ne blessent, ces encouragements, ces vues justes et profondes qu'elle a, ces intuitions merveilleuses, l'expression de sa bonne opinion qui nous renvoie plein de joie au travail abandonné par désespoir, l'absence de toute pédanterie, un goût de la vérité pareil au nôtre, sa gaieté, son courage, et derrière tout cela, comme un horizon délicieux, sa beauté et la femme qu'elle est. Et c'est peut-être dans la conversation qu'elle se donne le plus complètement et le mieux. Je me souviens un jour, c'est aussi une des choses qu'il était arrivé à faire passer dans ses mimiques et ses expressions restreintes, il m'avait laissé entendre qu'il avait aimé les villes comme les femmes et les femmes comme les villes. Il me montrait sur le papier la chose, et femme, et puis montrait son cœur. C'est terrible parce qu'il montrait son cœur pour dire j'ai aimé. Il fallait vraiment comprendre. Et j'étais arrivé d'ailleurs assez bien à le comprendre. Est-ce que dans sa vie, il les a vraiment connues, toutes ces femmes, ou est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose, une forme de chasteté chez lui ou de rapport à la femme qui n'allait peut-être pas jusqu'à... Je crois qu'il y avait les deux. Il a connu des femmes. Il en a connu même pas mal de femmes. Mais en même temps, il était très pudique. Parce que j'ai eu aussi alors l'honneur, parce que ça en était un, de publier ce qui restait de son journal. Ça n'a pas fait un gros volume parce que quand il m'a donné les éléments avec beaucoup de restrictions, il était très malade. Vous avez établi le choix avec lui? Il m'a donné des cahiers où on voyait qu'on avait déchiré et arraché des dizaines et des dizaines de pages. Alors quand je lui ai demandé, il m'a dit non, mauvais. Alors il a finalement livré que des pages qui ne sont pas tellement intéressantes. Le journal, ce sont des pages un peu monotones et où justement il a éclipsé tout ce qui était amoureux. Mais il a une façon de faire quand même, parler de la nuque d'une femme, la nuque, parler de ses visages enflammés par le bas qui se répercutent vers le haut, de définir certains visages de femmes et certains corps de femmes avec des touches qui sont merveilleuses, c'est le cas de le dire, sont merveilleuses. Et je crois, je ne suis pas sûr, mais j'ai l'impression qu'il devait être un amant très, très délicat et très respectueux de la femme et un tant soit peu timide. J'ai un peu l'impression, quand on a lu toute son œuvre, on a l'impression que assez souvent il désirait les femmes et il les possédait plus en racontant les histoires qu'il ne les avait appris. Mais ça, c'est une supposition.
Cueille ce triste jour d'hiver sur la mer grise. D'un gris doux, la terre est bleue et le ciel bas semble tout à la fois désespéré et tendre. Et vois la salle de la petite auberge, si gaie et si bruyante en été, les dimanches, et où nous sommes seuls aujourd'hui, venus de Naples, non pour voir Bayès et l'entrée des enfers, mais pour nous souvenir mélancoliquement. Cueille ce triste jour d'hiver sur la mer grise. Te souviens-tu de Marianne Liszt? Oh, sur quel rivage et en quelle saison sommes-nous? Je ne sais. On y va d'Elseneur, en été, sur des pelouses pâles. Il y a le tombeau d'Hamlet et un hôtel éclairé à l'électricité, avec tout le confort moderne. C'était l'été du Nord, lumineux, doux, voilé. Souviens-toi, on voyait la côte suédoise en face, bleue, comme ce profil lointain de l'Italie. Oh, aimes-tu ce jour autant que moi je l'aime? Cueille ce triste jour d'hiver sur la mer grise. Oh, que n'ai-je passé ma vie à Elseneur. Le petit port danois est tranquille, près de la gare, comme le port définitif des existences. Vivre danoisement dans la douceur danoise, de cette ville où est un château avec des dômes en bronze vert de grisé. Vivre dans l'innocence, oui, de n'importe quelle petite ville, quelque part, où tout le monde serait pensif et silencieux, et où l'on attendrait paisiblement la mort. Cueille ce triste jour d'hiver sur la mer grise, et laisse-moi cacher mes yeux dans tes mains fraîches. J'ai besoin de douceur et de paix, ô ma sœur. Il est allé plusieurs fois faire des conférences à l'étranger, et en particulier en Espagne et au Portugal. Et là, au Portugal, il a eu la surprise, un grand déjeuner lui a été offert avec les écrivains du Portugal. Et là, il a eu la surprise de trouver le menu de ce déjeuner, qui est ainsi rédigé. Potage, consommé Fermina Marquez, poisson filet de sole à Aubarnabous, entrée, escalope de veau nouvelle revue française au riz portugaise, légumes chou-fleur, rôti d'indono rôti amant heureusement, salade, entremets glace commerce, gâteau navire d'argent. Et pour les vins, il n'y a rien. Ils avaient essayé de résumer ce qu'aimait Larbaud et ce qu'il avait représenté. Étant donné qu'il ne faut pas oublier que la revue Commerce a beaucoup représenté pour lui, comme la revue européenne, comme le navire d'argent. Hein. Je crois qu'il s'est vraiment, si vous voulez, intéressé aux autres, et il s'est même oublié par rapport aux autres quelquefois. D'ailleurs, Marcel Auclair toujours m'a dit qu'il lui avait dit « Mais que voulez-vous, c'est si beau ce qu'écrivent les autres ». Et je trouve que cette phrase est quand même assez magnifique, et le résume, l'explique, puisque pour lui, son œuvre de traducteur est au moins aussi importante que son œuvre d'écrivain. Et que il y a tous les articles qu'il a écrits pour faire connaître les autres. Il y a même les articles qu'il a écrits dans La Nation pour faire connaître des écrivains français. Et pour lui, c'était très très important. Dans la mesure justement où lui, il souhaitait tellement faire connaître aux autres ce qu'il aimait, il voulait le faire partager aux autres. Et ça, je crois que c'est vraiment une générosité foncière. Et vraiment, c'est là où je dis, et être entré en littérature, parce que pour moi, c'est ça qui domine. Si je devais, pour moi, ce qu'il représente, et ce que je crois avoir compris à travers sa bibliothèque, c'est ça. Et ça, c'était sa force aussi. Ouais, ouais. Avec Monique Kuntz, Robert Mallet, Chantal Thomas, Michel Cournot, Bernard Delvaille, Michael Lonsdal, Marc Kopilov, Philippe Barthelet, Brigitte Bard et les élèves de 3e 6 du Collège des Bourgognes de Chantilly. Texte lu par Catherine Terhouen et Julien Dastier. Enregistrement et mixage, Maurice Biard, Marcel Lebras, Claire Levasseur. Valérie Larbaud, sous divers visages et divers paysages, Jean-Claude Loiseau et Jérôme Dastier.